Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'historienne Claire Jude de la Rivière, spécialiste de l'histoire sociale et politique de Venise à la fin du Moyen-Âge et en particulier sur le petit peuple et les formes de politisation. Autrice déjà chez Fayard, en 2014, de La révolte des boules de neige, Murano face à Venise, 1511. Vendredi 14 avril 2023, Claire Jude de la Rivière présentait son ouvrage intitulé « L'ordinaire des savoirs, une histoire pragmatique de la société vénitienne, 15e-16e siècle », paru aux éditions EHESS. Bonne écoute. Bonsoir, merci d'être là ce soir. On a ce soir un plateau un peu exceptionnel, je pense qu'on peut le dire, pour parler de Venise et de savoir quotidien à Venise. Claire Jude de la Rivière, qui, je peux pas dire, vient de faire paraître un livre parce qu'il est à paraître la semaine prochaine. On l'a en exclusivité mondiale, donc à la librairie Ombre Blanche ce soir. Et Solène Rivoal qui essaiera de la faire parler de la manière la plus claire possible. Voilà, je vais vous laisser avec elle pour une soirée à Venise et une soirée qui est importante pour nous à la librairie, quand on peut inviter des amis de la librairie et des personnes qui collaborent très activement à la préparation de l'histoire à venir qui aura lieu dans un mois. Donc, mais dont le programme est paru il y a très peu de temps. Vous pourrez le prendre, on en a un peu partout ici. Merci à vous d'être là. Félicitations Claire pour avoir fait paraître ce livre. Et je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer du coup cette rencontre et sur la présentation du livre de Claire. Je me présente en 2 mots. Moi, je suis maîtresse de conférences en histoire moderne et je travaille sur l'histoire sociale et environnementale de Venise, mais au XVIIIe siècle. Et je suis également du coup la collègue de Claire Jude de la Rivière. Alors, pour expliquer un peu qui est Claire, professeure d'histoire médiévale à l'université UT2J, elle est chercheuse à Framespa. Et Claire s'est toujours intéressée à la société vénitienne, mais dans ses différents aspects, on peut dire. La première partie, disons le premier livre issu de sa thèse, était plutôt sur les patriciens vénitiens. Et puis, à partir des années 2008... après la publication de ton livre. Après 2008, Claire s'est toujours intéressée, je crois, à la société vénitienne, mais plutôt à l'ensemble des habitants de Venise. Et donc, c'est une grande recherche commencée depuis longtemps, qui a donné lieu à un livre en 2015 qui s'appelait « La révolte des boules de neige, Murano face à Venise, 1511 ». Et qui a été un livre très apprécié, un livre sur un procès. D'ailleurs, on y retourne parfois dans le livre ici. Et puis, finalement, elle nous livre en fait un nouvel volet, ou alors peut-être l'aboutissement de grandes recherches sur cette société vénitienne, ou ce qu'est cette société vénitienne aujourd'hui dans ce nouveau livre, donc que je vous montre, comme dirait Samuel, en exclusivité. L'ordinaire des savoirs, une histoire pragmatique de la société vénitienne, 15e, 16e siècle. Donc c'est un livre issu de ton HDR, donc habilitation à diriger des recherches, et on va essayer d'explorer un peu ensemble du coup ce qu'est cet ordinaire des savoirs. Voilà. Je vais tutoyer Claire parce que ce serait vraiment trop artificiel de la vous voyez puisqu'on se connaît bien. Voilà, donc si ça ne vous gêne pas. Alors, ça gêne qui Bah tant pis, parce que je vais pas changer. Alors, premier type de question que je voulais te poser, c'est qu'en gros, tu nous proposes dans ce livre, en fait, l'idée de travailler ou de faire une histoire de cette société vénitienne au 15e, 16e siècle. Et ce qui est frappant dès qu'on commence à lire ce livre, c'est à quel point tu arrives à rendre vivante cette société. Donc, on suit
plusieurs Vénitiens. On suit Pietro qui va être blessé par 3 fois par Antonio, ou Isabetta qui se fait agresser chez elle, etc. Enfin, on suit pas mal d'histoires comme ça, qui sont très incarnées, très vivantes, et qui suivent en fait tout le déroulement de ta pensée, de ton analyse sur la société vénitienne pendant tout le livre. Et donc la première question que je voudrais te poser, c'est en fait, comment est-ce que tu arrives à rendre vivante cette ville qui est particulière? C'est là quand même la ville de Venise, et donc avec une topographie particulière, avec une histoire particulière. Comment est-ce qu'on fait, en fait, quand on écrit un livre sur la société vénitienne pour le rendre vivant à ce point? Sur quel type de matériaux tu travailles? Comment tu as pensé ce livre à partir du matériel que tu as eu? Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents. Merci Solène pour cette introduction et pour cette première question. Et en effet, dans ce livre qui est en même temps un essai d'histoire sociale où j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce que ça veut dire faire société à Venise et plus généralement en Europe à la fin du Moyen-Âge. J'essaie aussi de raconter justement cette société, c'est-à-dire pas seulement de l'analyser avec des catégories théoriques, mais de la raconter. Et c'est un vrai problème quand on fait de l'histoire sociale, parce que quand on fait de l'histoire sociale, on n'a pas tellement d'événements à raconter. On ne raconte pas des guerres, on ne raconte pas des grandes manifestations, on ne raconte pas le déroulement du temps qui passe. On parle de gens, et en ce qui me concerne, moi je parle de gens ordinaires, d'hommes et de femmes qui habitaient Venise entre 1450 et 1550. Et en même temps, j'ai envie de raconter une histoire. Et donc pour raconter l'histoire de Venise, plutôt que de raconter celle des cycles de l'histoire vénitienne, la participation de Venise à la conquête de l'Italie, la guerre contre les Ottomans, la façon dont Venise ensuite participe aux guerres d'Italie. Je raconte l'histoire de la ville à travers des portraits effectivement d'habitants qui peuvent être des ouvriers de l'arsenal, des femmes qui tiennent des tavernes, des gondoliers, des domestiques, qu'elles soient des servantes, de jeunes servantes, ou alors de vieux domestiques qui travaillent depuis très longtemps dans un palais vénitien. Et c'est ça que j'essaie de faire, c'est-à-dire à travers leur histoire, j'essaie d'aborder cette plus grande histoire qui est celle de la ville de Venise, et aussi justement de l'ancrer dans des lieux, puisque si vous connaissez Venise, si vous y êtes allé, vous savez à quel point c'est une ville qui est marquante par son paysage urbain. Et le paysage urbain de Venise aujourd'hui, il n'est pas très différent du paysage urbain de Venise au XVe, XVIe siècle. Donc l'ancrer dans ces lieux, et justement à travers le récit de ces vies, essayer de reconstituer cette histoire. Et par rapport aux matériaux que j'ai à disposition, en fait, dans ce livre, j'ai fait le choix de me centrer sur un type de source que les historiens connaissent très bien, c'est des procès. Il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes qui, depuis des dizaines d'années, travaillent sur ce matériau qui est fantastique. Et donc, dans ce livre, j'ai vraiment fait le choix de n'avoir qu'une seule source. C'est une série de procès criminels qui ont été instruits à Venise entre 1450 et 1550. Alors, on pourra peut-être en reparler, ça pose des problèmes méthodologiques, mais en tout cas, c'est ça que j'ai choisi, parce que c'est dans ces procès que j'entends justement ces gens parler, que je les vois agir, que je peux les suivre. Alors, est-ce que quand tu essaies de mettre en récit, en fait, ou quand tu mets en récit ces différentes vies, donc on voit bien le début, enfin chaque chapitre comporte plein de différentes histoires que tu racontes différemment. Est-ce que le fait d'avoir été historienne à Venise, d'avoir un peu pratiqué la ville, etc., est-ce que ça aide à ton écriture, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est important pour ton écriture ou... C'est fondamental. Enfin, j'ai la chance d'avoir fait ma thèse en étant en partie à Venise, donc d'avoir habité la ville. Et ce qui est toujours formidable, c'est qu'on peut aller aux archives, et quand on est fatigué des archives, on peut sortir et avoir l'impression de continuer à travailler. Aller visiter des églises, aller visiter les quartiers, reconstituer les itinéraires des gens dont on vient de lire la vie dans les archives. On a quand même toujours cette bonne conscience de se dire « non, mais je continue le travail ». Et ça me l'avait en particulier fait quand j'ai travaillé sur Murano, donc il y a une petite île au nord de Venise, c'est une quinzaine de minutes de Vaporetto aujourd'hui. J'avais commencé à travailler sur Murano dans les archives à partir de photos que j'avais fait des documents chez moi.
Et puis, ensuite, je suis retournée à Venise et donc retournée à Murano. J'y étais allée une fois, un peu plus jeune, mais je ne me rappelais pas très bien. Et en réalité, c'est extraordinaire parce que, effectivement, d'un coup, j'ai pu mesurer les distances, comprendre de quoi parlaient les gens dans le procès que j'avais étudié pour mon livre précédent. Et ici, c'est pareil. Alors maintenant, je connais mieux Venise, donc en même temps que je lis les procès, en même temps que je lis les documents, je sais où on est dans la ville. Je sais. Et puis aujourd'hui, on a Google Maps et donc on peut aussi utiliser cet outil. Mais je fais constamment cet exercice-là en étant bien consciente que la ville n'est pas exactement la même, elle a changé. Hein. Des fois, c'est un piège, on peut penser qu'elle est restée la même, mais il y a des parties de la ville qui ont changé. Mais il y a quand même beaucoup d'itinéraires qui sont les mêmes, des palais qui étaient là au XVe siècle et qui sont encore là aujourd'hui. Donc je fais beaucoup ce travail. Pour moi, travailler sur Venise, c'est vraiment me plonger dans la ville. Et une des choses que je préfère, et c'est la nuit à Venise, puisque la nuit à Venise, c'est plus calme, il y a peu de lumière. Et j'ai souvent cette impression, cette illusion que, en fait, je ne suis pas seulement la nuit, mais je suis aussi au XVe siècle. Et c'est un jeu que j'aime bien faire et que je continue à faire parce que je pense que ça m'inspire sur l'écriture de cette histoire. Alors, par exemple, quelques minutes encore sur la couverture du livre et donc le choix de l'illustration, qui n'est pas une illustration très connue. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Est-ce que, par exemple, ça existe encore à Venise? Alors oui, on est Campo San Lio. Campo San Lio, c'est un tout petit campo qui est juste derrière Rialto, en fait. C'est à 3 minutes de Rialto. Et le palais qu'on voit ici existe encore. Il y a une église ici et le palais existe encore. Et j'y étais il y a 3 mois, justement. Et comme on venait juste de choisir la couverture, donc qui est un peintre de la fin du XVe siècle et du début du XVIe, qui s'appelle Mansueti, qui est beaucoup moins connu que Carpaccio ou Bellini, ou les frères Bellini, et qui participe à ce mouvement qu'on appelle la peinture narrative. En fait, c'est des peintures qui racontent justement la société vénitienne. Et j'aime beaucoup parce qu'effectivement, c'est un peu moins connu. Je suis même pas certaine. C'est un tableau qui est à l'Accademia à Venise, mais je suis même pas certaine qu'il soit exposé. Je pense qu'il est dans les réserves et où on voit effectivement plutôt des femmes nobles à leurs fenêtres avec des tapis orientaux qu'elles exposent. Et puis sur les toits, il y a des ouvriers qui sont en train de refaire des cheminées, qui sont en train de chasser un chat. Et le palais aujourd'hui, Campo San Lio, ressemble vraiment exactement à celui-là. Si vous avez la chance d'aller à Venise bientôt, vous pourrez l'observer. Et quelques fenêtres ont été modifiées, mais on retrouve à peu près cette architecture. Bon, c'est parfait, ça fait la transition avec ma deuxième question. Donc ici, on a une belle représentation de cette société vénitienne. Alors, dans ton introduction, tu dis, voilà, pour arriver à la société vénitienne, je vais prendre en compte ces procès, donc les procès dont tu parles, les procès criminels. Et l'idée de ce travail, c'est de prendre les acteurs au sérieux. Donc, de prendre les acteurs au sérieux, ça veut dire sans doute que tu travailles en fait sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils apportent comme information. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi prendre les acteurs au sérieux dans ta démarche scientifique, historique? Alors cette expression, je l'emprunte à un courant de la sociologie qu'on appelle la sociologie pragmatique, et c'est pour ça que j'ai insisté pour ce titre un peu barbant de « Une histoire pragmatique de la société vénitienne ». Ça reste un essai d'histoire sociale, c'est un livre sur Venise où il y a des tas de passages où je raconte la vie quotidienne à travers les procès, et puis il y a aussi pour moi un souci théorique, pratique, de poser la question qu'est-ce que c'est que l'histoire sociale aujourd'hui, comment on peut écrire l'histoire des sociétés. Et donc c'est pour ça que j'ai tenu à pragmatique dans le titre, parce que en fait parler d'une histoire pragmatique ou alors prendre les acteurs au sérieux comme tu le relèves, c'est en fait considérer que les hommes et les femmes qui peuplaient Venise à l'époque que j'étudie savaient la société à laquelle la société qu'il formait. C'est pour ça que j'ai appelé le livre L'ordinaire des savoirs. Je considère qu'en fait, les gens savent ce qu'ils font, les gens savent quel groupe ils forment, les gens savent comment ils peuvent agir, et c'est ça qui m'intéressait. Donc prendre les acteurs au sérieux, c'est dire les hommes et les femmes du XVe siècle agissent d'une certaine façon, et ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, et comment ils justifient ce qu'ils font. Quand un homme et une femme sont en relation, face au juge qui va les interroger, quand ils vont raconter ce qu'ils ont fait, comment ils se sont parlé, comment ils se sont disputés, comment ils se sont, au contraire, comment ils se sont mis d'accord, qu'est-ce qu'ils disent de leur relation? Qu'est-ce qu'ils emploient comme mot pour justifier ce qu'ils sont?
qu'est-ce qu'une femme dit au XVe siècle pour justifier ce qu'elle peut faire, ne peut pas faire, ce qu'elle a le droit de faire, ce qu'il est interdit qu'elle fasse. Et donc c'est ça, pour moi, prendre les acteurs au sérieux, c'est considérer que même si j'étudie des gens, comme je l'ai dit, qui sont des ouvriers, des domestiques, des mendiants, je prends au sérieux ce qu'ils disent. Je parle de mendiants, par exemple, j'ai étudié un procès où les moniales d'un hôpital et d'un monastère qui s'appelle la Pietà, que vous connaissez puisque c'est l'institution qui, quelques décennies, siècles plus tard, sera l'institution de Vivaldi. C'est là où Vivaldi ensuite va être maître de chant et enseigner aux jeunes moniales la musique. Et donc l'hôpital de la Pietà, au début du XVIe siècle, qui est sur la rive, la rive degli Schiavoni, là où la lagune s'ouvre. Cet hôpital est attaqué régulièrement par de jeunes Grecs. On est juste derrière le quartier des Grecs, là où il y a l'église des Grecs. Et ces jeunes Grecs, en fait, attaquent le monastère régulièrement. Ils lancent des pierres, ils essaient de rentrer la nuit, ils essaient d'aller avoir des relations avec ces femmes qui sont enfermées à l'intérieur du monastère. Et il y a un mendiant qui est là, un mendiant de Padoue, qui dit, durant le procès, moi, je ne sais pas si c'est des Grecs, mais je les ai entendus parler le grezesco. Et ce qu'on m'a dit, c'est que cette langue, ça s'appelait le grec. Moi, je ne parle pas douan, je ne suis pas vénitien. Et donc voilà, moi, je cherche à prendre au sérieux ce mendiant, écouter ce qu'il dit, les catégories qu'il emploie, et ça m'intéresse de voir comment il qualifie des gens. Lui, il n'est pas douan, les autres sont des Grecs, il le reconnaît à la langue qu'il parle, et c'est ça qui m'intéresse de tirer comme fil. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, dès qu'on a parlé des sources, les sources judiciaires sont super étudiées, sont vraiment bien étudiées en histoire. Et puis, il y a beaucoup de discours sur ces sources judiciaires. Et une des choses que les historiens disent, ou certains historiens disent, pas nous, mais du coup, je te pose la question, c'est qu'avec ces sources judiciaires, on a trop de biais pour arriver à la voix de ces acteurs. Et qu'est-ce que toi, tu réponds à ce type de commentaires ou de discours ? Alors, c'est un débat qui, depuis le célèbre livre de Leroy Ladurie sur le procès de Montaillou, c'est un débat qu'on a cessé d'avoir, puisque depuis justement le XIIIe siècle, à partir du moment où l'Inquisition lance une nouvelle procédure qui est celle de l'enquête. L'Inquisition, ça veut dire ça. On enquête et on interroge les gens pour savoir ce qu'ils savent, justement. Et on met à l'écrit ce que les gens disent. Il y a eu des tas de discussions, de débats sur la vérité de cette parole. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est de faire un pas de côté. D'abord parce que ce débat, il a été très riche, il a été extrêmement prolifique et convaincant, en fait. Les positions qui ont été proposées par exemple, une très grande historienne comme Nathalie Zemon-Davis, qu'on a eu la chance de recevoir à Toulouse il y a quelques années, Arlette Farge, ont proposé des pistes à suivre pour justement dire on peut se fier en partie à cette parole. Moi, le pas de côté que je fais, c'est de dire finalement, moi, je ne m'intéresse pas à la vérité du propos. C'est pas le propos en lui-même qui m'intéresse, c'est pas le cas criminel qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens justement disent de leur vie quotidienne. Donc en fait, bien sûr qu'ils peuvent, mentir au juge parce que ça les arrange. Bien sûr que 2, les secrétaires ou les juges peuvent transformer leurs paroles quand ils l'enregistrent dans le procès parce qu'ils traduisent ce qu'ils entendent. Mais moi, je vais considérer que ce que comporte le procès, ce sont des justifications. Ce sont des propos qui justifient des façons d'agir. Alors peut-être que ça n'a pas été exactement prononcé de cette façon-là, mais je considère que le fait que les secrétaires, les juges aient pensé qu'à un moment, ça a été digne de confiance pour être écrit dans un texte, dans un procès, ce qu'on appelle aussi en français le procès. Le procès, c'est et la procédure judiciaire et le document. Moi, je vais m'intéresser à ces justifications, pas à la vérité du propos, mais à la nature de cette justification, comme je vous disais tout à l'heure sur les hommes et les femmes, par exemple. Qu'est-ce qu'on utilise comme justification pour dire pourquoi on a agi comme ci ou comme ça ? Donc peu importe si c'est vrai ou c'est faux, mais en gros, si c'est dans ces procès, ça veut dire que c'est pour une somme d'acteurs possible, en fait. C'est des actions qui sont possibles à vivre dans le quotidien à Venise. Exactement. Je pense que c'est un discours sur la société qui est valide et qu'il est intéressant d'analyser en tant qu'historien parce qu'il comporte un certain nombre de savoirs, justement, et on pourra débattre éternellement parce que de toute façon, à un moment, quand on est historien du XVe siècle et encore plus quand on est historien ou historienne du Xe, du Ve, du Xe siècle avant, l'histoire, c'est l'interprétation. On est tous conscients qu'à un moment, ce qu'on propose, c'est une analyse à partir de données.
données. Donc, effectivement, c'est mon analyse et ma proposition. Elle est évidemment contestable, et c'est ça qui fait la science, hein, c'est qu'on débat, on se conteste, on n'est pas nécessairement d'accord. Mais bon, t'es pas la seule à le dire, donc ça va. Et ben, du coup, on va passer effectivement à cette question des savoirs. Donc, on s'est intéressé au sous-titre, une histoire pragmatique de la société vénitienne. Intéressons-nous maintenant au titre, l'ordinaire des savoirs. Pourquoi, selon toi, analyser au plus près, ou alors arriver au plus près de cette société vénitienne, pour toi, c'est l'entrée par les savoirs. Qu'est-ce que c'est que ces savoirs, finalement, et qu'est-ce que ça dit de cette société vénitienne, ou comment est-ce que tu l'articules avec la société vénitienne ? Alors ça a été le résultat d'un long parcours de recherche. Comme tu l'as dit, j'ai commencé à travailler sur ce sujet après ma thèse, enfin après avoir édité ma thèse vers 2008-2009. Et en fait, mon premier objet de recherche, c'était le peuple. Et ceux avec qui je discute depuis longtemps le savent, en fait. Moi, je travaillais sur le peuple. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre qu'est-ce que c'est le peuple à Venise. Et c'était un peu particulier à Venise parce que, vous le savez, on appelle Venise la Sérénissime. Et on dit la Sérénissime parce que c'était un espace particulièrement pacifique. En Italie, à la fin du Moyen-Âge, à Rome, à Florence, à Gênes, vous avez de régulières révoltes populaires. À Venise, justement, c'est un espace serein politiquement, la très sereine République. Et donc, au départ, moi, j'étais intéressée par cette question d'un peuple invisible. Je me disais, c'est comme si à Venise, c'était une ville de patriciens, de riches nobles qui font du commerce en Méditerranée, de grands mécènes qui vont commander ses œuvres d'art. Mais où est le peuple ? Et est-ce que le fait que le peuple ne se révolte pas, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de peuple politique à Venise ? Donc, c'est la question d'où je suis partie. Et dans mon habilitation à diriger des recherches, qui est donc ce mémoire que j'ai soutenu en 2019, il y avait toute une partie du travail qui était sur ça, en fait, qui posait la question, qu'est-ce que c'est que le peuple à Venise ? Comment définir le peuple ? Qu'est-ce que cette catégorie ? Qui est là aussi vraiment une question que les historiens et les historiennes ne cessent de se poser. Hein. Ça pose des tas de questions. Est-ce que peuple, c'est une catégorie sociale ? Est-ce que c'est une catégorie politique ? Est-ce que c'est le peuple qui a la souveraineté populaire ? Ou est-ce que c'est les classes sociales ? Est-ce que c'est la plèbe ? Donc toutes ces questions, elles m'embarrassaient en fait. Voilà, c'était des sortes de freins à l'avancée de mon... Et puis il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, il ne faut pas que je parte de cette catégorie. Il faut justement que je fasse confiance aux acteurs. Il faut que je regarde qu'est-ce que les acteurs disent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que eux, les habitants de Venise, pensent qu'ils sont. Puisque le 15e, 16e siècle, c'est un peu particulier. C'est une période à laquelle, en fait, cette idée de société n'existe pas. En fait, c'est une idée beaucoup plus récente qui date de l'époque des Lumières, en fait. C'est le moment où la philosophie politique commence à penser qu'il existe un ensemble qu'on appelle société. À l'époque que moi j'étudie, dans les textes, il y a des catégories qui sont des catégories médiévales, comme universitas, qui veut dire le collectif, la communauté, mais il n'y a pas vraiment le mot de peuple comme... Donc, pour échapper à ce problème qui se posait à moi, je me suis dit, je vais suivre ce que les gens... Alors, au début, ma première catégorie, ce n'était pas celle de savoir, mais progressivement, en lisant aussi, parce que je m'intéressais pas mal à l'histoire des sciences. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'aussi, on est tous intéressés. C'est pour ça que le programme de l'histoire à venir, cette année, c'est « Il était une fois le progrès ». C'est parce qu'aujourd'hui, l'histoire des sciences et des techniques, c'est vraiment un champ de la recherche extrêmement stimulant. Et donc, à force de les lire, je me suis dit, mais c'est intéressant, cette histoire des savoirs médicaux, des savoirs techniques, des savoirs scientifiques. Est-ce que finalement, il n'y a pas des savoirs sociaux ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'en réalité, il existe aussi un niveau de connaissance sur la société qui est justement un niveau de connaissance des acteurs au ras du sol par le bas. Et c'est ça que j'ai essayé de suivre. Ouais, donc ça, c'est vraiment passionnant, cette idée de savoirs sociaux, que tu décris aussi comme des savoirs urbains, situés, enfin on va y revenir, mais donc des choses qui sont partagées par un ensemble d'acteurs dans un lieu donné. Bon, tout ça, cette idée de peuple, où est le peuple, quelle catégorie, on voit bien aujourd'hui, même dans les débats actuels, le peuple est partout, c'est des choses qu'on continue d'agiter. Et puis ces savoirs sociaux, c'est aussi quelque chose aujourd'hui dont on parle. Si on rentre en fait plus dans maintenant un peu les affaires des chapitres du livre, etc. On voit en fait que ces savoirs, les savoirs sociaux dont tu parles, c'est aussi des visions du monde, de ce qui les entoure, de leur environnement. Ça nous donne à nous des clés sur ce qu'est à Venise au XVIe siècle, un voisinage, une famille, un quartier. Et ça résonne beaucoup aussi avec des choses qu'on pourrait aussi se poser comme question aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que
quand on commence à lire en fait ton livre, on voit en fait que l'entrée par les savoirs et le fait de faire confiance aux acteurs, ça remet en perspective ou ça complexifie un peu certains couples qu'on avait couples d'idées qu'on avait un peu en tête. Alors le premier, par exemple, c'est cette idée de rapport au lieu et cette idée de lieu public-privé, par exemple. Claire nous emmène dans des procès ou qui ont lieu dans des rues, mais aussi dans des maisons. Enfin voilà, il y a pas mal de lieux en fait différenciés et se pose la question de quels sont les statuts de ces lieux. Tu parles aussi beaucoup de seuil, par exemple, sur ces espaces. Et finalement, en fait, je me disais en te lisant, dans ces lieux, est-ce que finalement, il y a vraiment des lieux privés au XVe siècle? Est-ce que la maison, c'est privé? Est-ce que les lieux ne sont pas forcément plus ouverts? Bon, voilà, tu nous invites à la table de certaines personnes, des gens qui font des réceptions, des gens qui habitent dans des maisons qui ne sont pas les leurs, etc. Donc tout ça, ça nous offre un monde un peu plus fluide, finalement, que ce qu'on avait eu peut-être dans l'idée. Et donc, cette idée de public et privé, est-ce que finalement, pour toi, les lieux sont complètement privés ou est-ce que c'est des lieux qui sont un peu plus ouverts à cette époque-là? J'ai effectivement essayé de suivre ces mots qui sont employés par les gens. Ça veut dire effectivement cette enquête, c'est vraiment lire ces voix et relire 20 fois les mêmes procès, puis s'arrêter sur des mots qu'au début j'avais pas remarqué, puis les mettre en série, essayer de voir les mots qui reviennent d'un procès à un autre. Donc en effet, cette question de l'espace privé, il y a des espaces. Alors ces questions de public et privé au Moyen Âge, ça a été des catégories très là aussi assez questionnées par les historiens. Les espaces privés, comme tu dis, en tout cas la maison, définissent un certain nombre de sociabilités qui ne sont pas que les sociabilités de la famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des amis, par exemple, j'ai trouvé beaucoup la question des compères, non, des compagnons. Il y a les amis et les compagnons. Alors les amis, on peut être un ami et un amico di casa. Ça veut dire qu'on peut faire des choses, on peut dormir les uns chez les autres. On est quand même dans des villes où il y a des couvre-feux. Le soir, théoriquement, on ne peut pas circuler, il n'y a pas de lumière dans la ville. Et justement... j'étais une fois à Venise la nuit et il y avait une panne d'électricité, on ne voit vraiment rien. Et on comprend pourquoi dans la ville médiévale, on ne peut pas circuler la nuit. On ne voit rien du tout. Donc, les gens dorment beaucoup les uns chez les autres, mais justement, on dort quand on est un ami. Et puis, la catégorie de compagnons, elle est intéressante parce que les compagnons, ce sont ceux avec qui on fait des choses. Parce que moi, ce qui m'intéressait dans ce vocabulaire, ce n'était pas seulement comprendre ce que les gens disent, mais c'est aussi comprendre comment les gens utilise ça pour faire des choses. C'est pas qu'un livre sur le langage. C'est pas un livre sur le langage de la société. C'est un livre sur qu'est-ce qu'on fait en société. Donc, une fois qu'on a dit des mots, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ces mots vont nous aider à agir? Donc, amis, compagnons, je le relie à des espaces, effectivement. Ça définit des espaces où on fait des choses avec les autres. Il y a un autre espace qui m'est apparu de façon évidente, comme un troisième, c'est l'espace commun. Et c'est-à-dire que dans la ville de Venise, très clairement, il y a des espaces qui sont éventuellement privés, voire particuliers, c'est un mot qui est employé. Et puis, il y a des espaces publics, la rue, par exemple. Si vous prenez la rue qui vous amène d'une grande église du nord de Venise à Rialto, c'est une rue publique, et elle est appelée comme ça dans les sources, strada pubblica. Et puis, vous avez un espèce d'entre-deux qui sont des espaces communs, qui sont des espèces de cours, en fait, qui existent encore aujourd'hui à Venise. Si vous y êtes allé, que vous vous êtes perdu parce qu'à un moment, vous êtes arrivé dans une impasse, c'est-à-dire un espèce de cours ou d'impasse plus ou moins large, autour desquels des maisons sont disposées, et les gens qui habitent là partagent cet espace. Donc cet espace-là, vous êtes un étranger au voisinage, vous avez le droit d'y aller, mais c'est pas un endroit public. En fait, c'est un endroit qui appartient à ce collectif qui habite autour, et c'est un espace commun. Et là aussi, en prenant au sérieux les sources, je me rends compte qu'il y a des choses qu'on peut faire dans ces espaces communs, d'autres qu'on peut faire dans les espaces publics, et c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes actions, et c'est pas le même niveau de protection, par exemple. Puisque là aussi, on est dans des villes où la police est quand même très limitée. Il y a des patrouilles de police, mais qui sont encore relativement peu importantes par rapport aux besoins de la population. Donc, c'est beaucoup les voisins qui participent au contrôle de l'espace. Et on voit bien comment les voisins n'agissent pas de la même façon dans l'espace privé, dans l'espace commun et dans l'espace public. La question de la cour, d'ailleurs, elle est passionnante parce que ceux qui sont allés à Venise, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé de me perdre et d'arriver dans une cour où les gens me regardaient tous de manière très bizarre parce qu'ils comprenaient pas du tout ce que je faisais là, parce que il y avait des gens qui étendaient leur linge ou d'autres qui étaient en train de discuter sur des paliers, etc. Donc cet espace commun,
il est intéressant parce que je ne sais pas si on peut dire que c'est propre à Venise ou pas, cette cour, ces cours intérieures. En tout cas, c'est vraiment pensé de manière architecturale, je pense, de cette manière-là, c'est-à-dire d'avoir des entre-deux, en fait, des espaces qui sont à la fois des espaces extérieurs, mais pas des espaces qui sont pratiqués par tout le monde. Et ça, je pense que c'est effectivement, c'est lié à la façon dont la ville s'est construite, et la ville s'est construite d'une façon un peu particulière, puisque le fait que ça soit une ville construite sur l'eau, ça crée des contraintes. Mais cette question-là, elle m'a beaucoup aidée aussi à réfléchir à la société contemporaine, c'est-à-dire à voir comment l'espace définit des pratiques collectives. Et on sait très bien, ça a été bien étudié, comment la ville moderne, à partir du XVIe siècle, comment on peut aussi contrôler ce que les gens font collectivement en fonction de l'espace qu'on leur laisse. Et pendant l'Histoire à venir, il y a 2 ans, on avait reçu une sociologue qui a travaillé sur les espaces publics en Chine, Isabelle Thiraud, et son livre est passionnant parce qu'elle montre comment dans la Chine contemporaine, le contrôle des places en fait va permettre ou pas un certain nombre d'expressions collectives, d'actions communes. Et dans un régime comme le régime chinois, où effectivement les populations sont extrêmement contrôlées, ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire collectivement sur une place publique donne lieu à des pratiques politiques collectives plus ou moins contrôlées. Et vraiment, il y a plein de parallèles à faire, je pense, avec aujourd'hui, effectivement, en Chine, avec d'autres espaces, des places, des dalles, et même des initiatives publiques communes, en fait, on devrait dire, aujourd'hui, sur certaines rues. Moi, je pense à d'autres choses, mais à Marseille, par exemple, où les habitants s'emparent des rues et font des jardins communs, ce genre de choses. Donc tout ça, ça résonne beaucoup avec ce que tu dis dans le livre, je trouve. La deuxième idée comme ça de ces savoirs, de l'ordinaire des savoirs, c'est peut-être la place des femmes dans ces savoirs sociaux. Tu montres en fait beaucoup, grâce aux sources aussi, tu as du coup aussi beaucoup de voix féminines et on apprend pas mal de choses sur leur vie quotidienne, sur ce qu'elles savent et sur leur place dans cette société vénitienne qui est très intéressante aussi et qui remet aussi, qui complexifie aussi cette histoire des femmes dans la société vénitienne. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, les procès, j'ai à peu près donc, une cinquantaine de procès. En tout, j'ai 400 témoignages. Donc, et parmi ces 400 témoignages, 100 sont des témoignages de femmes. Donc, j'ai un quart de mon corpus qui est produit, qui est représenté par des paroles de femmes. Je vais vite sur paroles, mais vous avez vu que je comprends toute la dimension, toute la complexité du mot. Mais en tout cas, voilà, un quart des témoins sont des femmes. Et en effet, donc, j'ai pas voulu faire un chapitre sur les femmes. Les femmes, elles sont partout dans le livre, et c'était important pour moi de justement les intégrer à cette société, puisqu'elles sont elles font part entière de cette société. Des fois, elles interagissent entre elles, des fois, et la plupart du temps, elles interagissent avec les hommes. Et l'idée, c'était donc justement de comprendre quel pouvait être leur rôle dans cette société. Et cette échelle de l'ordinaire, c'est une belle échelle parce que justement, non seulement elle permet d'intégrer des acteurs sociaux qui appartiennent aussi à des conditions sociales et économiques basses, mais elles permettent d'intégrer complètement les femmes et de se rendre compte qu'en effet, à cette échelle quotidienne, elles jouent un rôle aussi important que les hommes. Elles sont évidemment dominées par des institutions patriarcales, elles sont soumises à un certain nombre de contraintes, et on le voit bien justement dans ce vocabulaire qu'elle produit, c'est-à-dire que j'ai essayé d'enquêter sur les mots qui sont employés pour les qualifier. Il y a des mots comme donna, femmina, qui ne sont pas exactement le même. Donna qui sera un mot un peu plus neutre, et femmina que je retrouve beaucoup dans un contexte où on essaie de disqualifier les femmes. Donc j'ai essayé aussi d'enquêter sur comment on disqualifie les femmes, c'est-à-dire comment on les insulte, comment on va les renvoyer à des formes d'action qui ne sont pas légitimes, justement, et comment ça participe d'une forme de décrédibilisation de leurs actions. Donc tout ça, j'ai essayé d'enquêter pour voir comment des fois elles étaient mises à la marge, ou comment au contraire, par exemple, un élément très intéressant, c'est les domestiques. Et d'ailleurs, je me suis souvenue évidemment de tout le théâtre classique. On a tous lu Molière et on sait la place fondamentale des femmes domestiques dans les pièces de Molière, par exemple. Et c'est pas pour rien, parce que quand on lit les procès, les femmes domestiques, elles savent énormément, et les hommes aussi, mais ils savent ce qui se passe dans les maisons, et ils savent le qualifier.
Le premier procès que j'étudie, qui est un long procès d'une affaire d'adultère entre deux patriciens et un évêque. Donc une patricienne, un évêque. Mais d'ailleurs, les hommes d'église, ils sont ils ont le rôle de l'amant en permanence. Voilà, c'est des amants, des faux prêtres. Et là, on voit... Et en fait, c'est les domestiques qui témoignent. Et les domestiques ont vu, les domestiques ont entendu, les domestiques identifient la colère du mari, comment le mari va répudier son épouse au bout d'un certain temps parce qu'il comprend ce qui se passe. Donc voilà, elles sont évidemment souvent soumises à cet ordre-là, mais justement, encore une fois, prendre au sérieux les acteurs, c'est considérer que sans jamais dénigrer qu'on est dans des sociétés de la domination, des sociétés où il y a des riches et des pauvres, des gens qui gouvernent et d'autres qui sont gouvernés, des femmes qui sont dominées par des hommes et des pauvres qui sont dominés par des riches. On peut écouter la parole des uns et des autres pour essayer justement de symétriser, de mettre sur le même plan dans ce qu'ils savent de la société. Oui, et puis d'ailleurs, il y a aussi des choses dans les témoignages que tu montres, par exemple sur ces violences faites aux femmes, où les domestiques disent je restais souvent avec elle parce qu'elle avait peur de son mari, ou ce genre de choses. C'était assez intéressant. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là dans le livre aussi, c'est ce que tu as dit au début, c'est de ne pas du tout séparer en fait ces hommes et ces femmes, et de dire que la société c'est un tout, parce que souvent le biais souvent de certaines études en sciences humaines et sociales, c'est souvent de faire un chapitre sur les femmes pour dire voilà, j'ai parlé des femmes quand même, vous voyez, mais en fait les intégrer aussi en permanence grâce à tes sources aussi, ça voilà, c'est une démarche, c'est exactement ce qu'on veut montrer, je crois, dans ce genre de choses. Tu as parlé aussi des différences sociales, et puis tu reviens aussi pas mal dessus, puisque tu as dit qu'au début, ton objet, c'était le peuple. Et tu as fait un article, par exemple, sur le peuple vénitien où tu partais de cette catégorie du patricien Marine Sanudo, qui est un grand patricien vénitien qui écrit au XVIe siècle et qui dit, voilà, à Venise, il y a les patriciens, les citoyens et le peuple. Et tu te demandais qui était le peuple. Mais tu dis que dans ces archives, tu retrouves pas du tout cette catégorie-là. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que prendre les acteurs au sérieux et faire cette histoire pragmatique de la société à partir de ce qu'ils disent, on ne retrouve pas cette tripartition. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, comme j'ai cherché les mots qui disent la société, j'ai essayé, comme je vous disais, de les mettre un peu en série, et j'ai cherché le mot peuple, justement. Je me suis dit, est-ce que les gens se présentent eux-mêmes en disant « je suis un popolano », qui est un mot qu'on n'a pas en français, d'ailleurs. Peuple, en français, il y a le peuple, il y a l'adjectif populaire, mais c'est intéressant, on ne peut pas dire qu'on est soi-même impopulaire. On commence à le dire un peu en histoire, mais ce n'est pas très clair, quoi. C'est plutôt un adjectif. En italien, il y a un mot, popolano, ça veut dire un homme du peuple, popolana, une femme du peuple. Et ça, c'est une catégorie que personne n'emploie jamais. C'est-à-dire que jamais personne ne s'identifie à cette catégorie. Et c'est clairement, à l'époque, une catégorie en réalité savante, du discours savant, justement, du discours théorique, des patriciens, il y a assez peu d'hommes d'église qui écrivent sur la société à cette époque. C'est plutôt des hommes de la noblesse vénitienne qui commencent à faire des traités sur l'histoire de Venise, sur les institutions de Venise. Donc eux, ils emploient la catégorie, ils disent voilà, il y a le peuple, mais les gens eux-mêmes ne s'identifient pas à ça. Et alors, j'ai essayé d'identifier à quoi ils appartiennent. Et ça, c'est toute une partie de l'enquête. C'est finalement, si on n'est pas soi-même une personne du peuple, qu'est-ce qu'on est, comment on se présente. Donc là, les catégories que j'identifie, elles sont classiques, il n'y a rien de révolutionnaire, mais en fait, j'ai essayé de les mettre, de comprendre comment elles s'articulent. C'est-à-dire, il y a le métier, bien sûr, il y a le lieu qui est très, très important à Venise, de là où on habite, l'origine aussi. Par exemple, sur cette question des identifications sociales, c'est la question des étrangers. Les gens ne sont jamais étrangers. Ils ne sont pas identifiés comme étrangers. Ils sont identifiés comme toscans, bergamasques, allemands, parce qu'ils habitent à Venise depuis plusieurs années. Donc, on les identifie par le lieu d'où ils viennent. Mais le mot étranger, on le réserve à ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui sont de passage. Un marchand de passage, c'est un étranger. On ne sait pas qui il est, on ne l'a jamais vu, on ne le reconnaît pas. Mais quelqu'un qu'on connaît très bien, son voisin, et par exemple, à Murano, j'avais trouvé ces boulangers allemands qui habitaient depuis 20 ans à Venise, et la femme ne parlait pas italien, mais elle est
elle est jamais traitée d'étrangère. Donc justement, en essayant de suivre ces mots, c'est intéressant parce qu'on se rend compte quelles sont les catégories qui font sens pour les gens. Donc étranger, ça fait pas vraiment sens dans un contexte d'appartenance urbaine. Peuple, ça fait pas sens non plus. On n'est pas quelqu'un du peuple. Et du coup, cette condition économique ou cette condition sociale, en réalité, elle n'existe pas. Et c'est un peu une des pistes qu'on a essayé de suivre avec plusieurs collègues en se demandant si ce n'était pas une des raisons pour laquelle, à Venise, il n'y avait pas de révolte. À Gênes ou à Florence ou à Rome, la catégorie de peuple, elle existe. À Gênes, les gens, ils disent qu'ils sont le peuple. Il y a un discours politique tenu par les gens ordinaires dès le XVe siècle, même avant. À Venise, il n'existe pas. Et donc, on pourrait faire l'hypothèse que le fait que les gens n'arrivent pas collectivement à s'identifier à ce groupe qui est le peuple contribue aussi à faire qu'ils n'agissent pas politiquement ensemble. C'est une hypothèse, ça sera difficile à prouver, mais on est plusieurs à essayer de suivre cette piste et voir un peu plus tard, à la fin du XVIe siècle, on commence à avoir des actions collectives au nom du peuple vénitien, mais pas avant. Est-ce que dans ces témoignages, donc les témoignages devant les magistrats, dans cette justice qui est une justice particulière, parce que c'est souvent des crimes en fait, est-ce que tu penses que les témoignages des patriciens et les témoignages des habitants se valent pour les magistrats ? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tous les témoins sont égaux devant cette justice ? Est-ce que finalement, quand un patricien témoigne, il a plus de poids que la domestique à côté ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une hiérarchie dans les témoignages. D'abord, il y a beaucoup moins de patriciens qui témoignent. La plupart du temps, ils ne sont pas convoqués à la cour. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rédigent, on leur pose des questions par écrit, et ils rédigent un texte qu'ils envoient à la cour. Donc la cour, elle s'appelle l'Avogaria di Comune, elle se rassemble au Palais des Doges. Et donc souvent, ils ne font pas eux-mêmes le déplacement devant les juges. Et je pense qu'en effet, les rares fois où j'ai des témoignages de patriciens, on les prend plus au sérieux, en effet. Mais comme encore une fois, c'est pas tant l'issue du procès qui m'intéresse, savoir en gros qui va être condamné, que c'est intéressant de comparer. Ce qui est évident, c'est qu'on le voit dans les niveaux de langue. Ça, c'est un peu un argument qui joue en la faveur de on peut faire confiance à ses sources, parce que d'un témoignage à l'autre, dans le même procès, vous avez vraiment des formes de langage qui sont extrêmement compréhensibles, qui ressemblent à un italien contemporain, enfin la langue italienne contemporaine, et il y a des formes de dialecte vénitien qui sont quasiment incompréhensibles. On voit que le scribe écrit ce qu'il entend, mais je pense que lui-même ne comprend pas très bien la langue qu'il entend. Et j'ai une ou deux témoins qui viennent sans doute de Dalmatie. Leur nom montre que c'est des noms dalmates. Et des fois, je ne comprends pas très bien moi-même ce qui est écrit, et je suis sûre que le scribe ne comprend pas très bien non plus ce qu'il écrit, parce que les mots sont mal écrits. Donc, il y a aussi des niveaux de langue qui, à mon avis, sont des niveaux de justification qui rendent les argumentaires plus ou moins acceptables par les juges. Bon, moi, c'est pareil pour 2 siècles après, les pêcheurs, des fois, on ne les comprend pas très bien non plus. La dernière catégorie, peut-être, qui apparaît dans ces témoignages, c'est... Donc tu dis peuple, ça n'apparaît pas, mais en fait, des fois, tu dis que ça apparaît, le populo ou le popolo, mais ils en parlent comme une catégorie complètement... c'est une forme un peu vague. Tu dis qu'on parle aussi de vulgo. Et donc, en fait, ces deux mots, ça a l'air d'être une forme non personnifiée, j'allais dire, de quelque chose. Et je me demandais si ces savoirs sociaux, ils étaient aussi dans ce mot-là, quoi, vulgo, populo. Oui, il y a une expression vénitienne qu'on retrouve dans les sources à l'époque, c'est el vulgo zanza. Zanzare, ça veut dire faire des, comment dire en français, faire des ragots, quoi, raconter un peu, mal parler, faire circuler des ragots. Donc el vulgo zanza. Rumeurs. Ouais, c'est ça, c'est des rumeurs. Donc ça veut dire un peu, le bas peuple dit un peu n'importe quoi ou fait circuler des rumeurs. C'est ce qu'on appelle le gossip en anglais, ouais. Et qu'on retrouve aussi dans les sources médiévales, de parler de disqualifier justement la parole populaire comme un gossip. Et donc là encore, moi je trouve ça intéressant dans les procès, c'est que des fois on demande aux gens, mais qui vous a dit ça ? Ah, el vulgo, el popolo, la brigata. Brigata, c'est un groupe, c'est des gens qui cherchent la bagarre en fait. Donc souvent quand les gens décrivent une interaction, il y a un procès assez fou c'est dur de travailler sur les procès, des fois on oublie un peu, mais là c'est une caisse qui est débarquée d'une gondole par
c'est une femme qui est dans cette gondole, mais en fait, on pense que c'est un homme déguisé en femme parce qu'il est couvert par une capuche. Donc, elle arrête sur le quai deux frioulants qui sont en train de passer. Elle leur dit, vous pouvez pas débarquer cette caisse, je vous donne une petite monnaie. Donc, ils le font. Et puis, en fait, progressivement, il y a du sang qui commence à sortir de la caisse. La gondole est partie, évidemment, et on retrouve un corps sans tête à l'intérieur de la caisse. Et donc là, quand les gens sont interrogés, ils disent tous la même chose. Ils disent la brigata, le groupe, parce qu'un groupe s'était formé, évidemment, paniqué un peu. Et donc, tout le monde disqualifie ce groupe. C'est la brigata qui disait que. C'est aussi une façon de ne pas dire le nom de ses voisins, c'est-à-dire de couvrir un peu ses voisins, de ne pas être obligé de dire c'est Maria, ma voisine, qui était là, je l'ai reconnue. Et donc, c'est en même temps une défense de la part des habitants, une façon de pouvoir justement désidentifier les personnes, mais c'est aussi parfois une façon de dire qu'il y a des rumeurs qui circulent. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, en fait, ils ont vraiment un vocabulaire précis pour qualifier ces groupes. Et encore une fois, moi, je pense que justement, de pas dire que c'est des gossips, que c'est des rumeurs, mais plutôt de dire qu'il y a dans ça une vraie parole construite socialement qui consiste à qualifier les identités collectives et prendre au sérieux ces identités collectives, en fait, c'est justement essayer de comprendre ce qu'on disait de la société à cette époque. Il faut savoir qu'à cette époque-là, quand même, c'est assez rare ce type de source. De savoir ce type de quotidien, c'est quand même assez rare pour le XVIe siècle. Ça, c'est quand même fantastique de pouvoir mettre une vie quotidienne d'une ville européenne à cette époque-là, avec autant de degrés, de précision. Je veux juste dire une chose là-dessus, c'est vrai, peut-être que vous avez lu les livres d'Arlette Farge, qui travaille sur ce type de sources, mais Farge, elle travaille pour le 18e. Ouais. Et alors au 18e, on a des procès qui sont très longs. Mais nous, pour l'époque médiévale, alors on a souvent des procès qui sont beaucoup plus courts, qui sont traduits en latin. Moi, là, j'ai la chance d'avoir les premiers procès qui sont en langue vulgaire. Donc ça veut dire qu'ils sont enregistrés en vénitien et pas en latin. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont plus fiables, mais enfin, ils commencent à être un tout petit peu plus longs. Mais ça reste des procès très courts par rapport à des procès du fin 16e et 17e siècle, qui là peuvent être 50, 100, 150 pages. Moi, la plupart de mes procès, c'est 10 feuillets, 12 feuillets, 5 feuillets. Mais justement, je vais chercher dans les témoignages tout ce que je peux trouver comme information. C'est là qu'on se dit que les historiens ils font pas le même travail selon la période, parce que quand tu es en histoire contemporaine, tu fais un peu le tri, et puis quand tu es en histoire médiévale, tu t'accroches aux moindres traces. Sur cette question des lieux, j'ai encore quelques questions avant de vous donner la parole. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigués, tout va bien? Sur la question des lieux et de la société vénitienne avec ces lieux, on voit en fait cette construction. Tu parles à un moment donné de cartes mentales de la ville, de liens en fait très forts entre en fait le bâti et cette société et ces groupes de Vénitiens. Et par exemple, on comprend très bien que les gens qui sont en fait invités à témoigner, c'est les gens qui habitent à proximité, c'est les gens qui sont autour de l'affaire, etc. Et on voit effectivement très bien, enfin moi je trouve que c'est très convaincant cette idée de savoirs sociaux où en fait on arrive grâce au témoignage à retrouver en fait ou à essayer de comprendre des choses sur les gens. Et d'ailleurs, le témoignage aujourd'hui, c'est encore quelque chose qu'on utilise dans notre justice à nous, donc c'est intéressant dans cette place du témoin. Mais là, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le degré de précision de ce que les gens savent autour d'eux, et à la fois le degré d'imprécision qu'ils peuvent avoir dans le même témoignage. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire... oui, alors cette personne qui était là, c'est telle ou telle personne à telle enseigne, etc. Mais en fait, je la connais pas, ou je sais pas exactement qui c'est, ou je ne connais pas son nom, etc. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Parce que tu as dit tout à l'heure, c'est sans doute peut-être un réflexe de protection, peut-être, de quelque chose qui existe et qu'on ne veut pas forcément dire aux magistrats. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations que tu fais ou... Je pense qu'effectivement, face à ce type de source, il y a toujours une stratégie dans l'interaction judiciaire. Donc, on peut faire semblant de plus se souvenir, de ne pas bien savoir, de pas bien... Bon, ça, c'est évidemment une possibilité. Ensuite, je pense que je me suis beaucoup interrogée depuis sur cette question de la précision ou de l'imprécision. Je suis assez fascinée par ça. L'interrogation était venue, j'étais allée à un colloque à Beyrouth il y a quelques années, et on prend un taxi pour aller au restaurant où on devait manger le soir, et puis on montre au chauffeur de taxi une carte de Beyrouth en lui disant « on va là ».
Et en fait, le chauffeur de taxi, il nous regarde, on m'a expliqué après que beaucoup de chauffeurs de taxi étaient syriens à l'époque, c'était des réfugiés syriens qui venaient à Beyrouth pour travailler, donc ils ne connaissaient pas la carte de Beyrouth. Et en réalité, cette carte-là ne lui parlait pas du tout. Alors que moi, tout de suite, je m'étais fait ma représentation de la ville avec le port, la côte, et lui, pas du tout. Et on a passé du temps à essayer de comprendre où on allait. Et donc, je me suis dit, mais il n'y a rien de naturel, en fait, dans la façon dont on s'oriente dans une ville. Et en lisant ces témoignages, et depuis, en écoutant, vous avez tous, il y a ceux qui ont le sens de l'orientation, ceux qui ne l'ont pas, il y a ceux à qui vous demandez une direction et vous ne comprenez rien à ce qu'ils vous disent, d'autres qui vont être extrêmement clairs. Donc, il y a déjà ces différences-là. Et ensuite, j'ai essayé de dénaturaliser, c'est-à-dire de ne pas penser que c'était naturel la façon dont l'espace vénitien s'organisait. On a toujours l'habitude de dire il y a Rialto, il y a San Marco, et puis au milieu, il y a les Mercerie qui sont ces rues. Je me suis dit, bon, essayons de voir ce que disent les gens, essayons de voir comment ils s'orientent. Et là, j'ai suivi leurs repères, en fait. C'était quoi les repères pour eux dans la ville? Comment on se repère, justement? Comment on se représente une ville qu'on n'a jamais vue sur une carte? Parce que nous, c'est difficile. Aujourd'hui, on pense d'abord par la carte. À Venise, il y a des campaniles sur lesquelles... C'est une autre question que je me suis posée. Quand vous allez à Rome ou quand vous allez à Florence, vous pouvez monter en hauteur et vous voyez la ville. Quand vous allez à Venise, vous ne pouvez pas le faire. C'est une ville plate. Donc, le seul moyen de voir la ville, c'est de monter dans un campanile. Et globalement, je pense que la plupart des gens ne le faisaient jamais. Les visiteurs, les voyageurs, les ambassadeurs, oui. Donc, ils voyaient la ville d'en haut, mais la plupart des habitants n'avaient pas une représentation de la ville comme une carte. Donc, j'ai essayé de me demander comment ils s'orientaient, quels étaient leurs repères. Et là, effectivement, ça dépend des gens, ça dépend des paroisses. Il y a un beau témoignage qui dit à côté du cheval. Et en fait, le cheval, c'est la fameuse statue de Colleone et le condottiere qui est devant une église au nord de Venise et qui reste. Et j'ai mis du temps à comprendre de quel cheval il parlait jusqu'à ce que je fasse le lien avec la statue. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir quels sont les repères. Et ce que je montre, c'est qu'il y a vraiment les palais patriciens sont des repères qui continuent d'être très forts. Et puis il y a certaines boutiques qu'on retrouve tout le temps. La boutique du vendeur de fruits et légumes. Qui reste, il y en a plein dans la ville, mais elle est souvent citée comme un point de repère, ou la boutique du barbier. Donc aussi s'interroger sur ces récurrences en fait de certaines catégories. Et par exemple, sur ces questions de boutique, moi, ça m'a beaucoup interrogée, ce que tu dis sur les maisons patriciennes, elles restent tout le temps, on les retrouve. Les ponts aussi sont beaucoup cités. Bon, on comprend que c'est quand même des éléments qui sont en fait assez pérennes, quoi. Mais je me disais, est-ce que en fait, ces savoirs sociaux, ça nous apporte des informations sur ces boutiques? Et finalement, ces boutiques, si on les cite, est-ce que c'est parce qu'elles sont aussi pérennes ou est-ce qu'ils vont donner en fait des informations sur des changements, enfin tu vois, est-ce qu'en fait on peut considérer que voilà, quand ils disent j'habite à tel endroit ou il habite sous la boutique de fruits et légumes, est-ce que ça veut dire que c'est toujours une boutique de fruits et légumes ou est-ce qu'on voit la ville changer dans ces témoignages? Je pense qu'on pourrait la voir changer. Après, je crois que Venise, il y a eu quand même un certain nombre c'est une ville qui est restée longtemps la même. Et moi, j'ai commencé à y aller au milieu des années 90 et je pense que j'ai vu des boutiques qui existaient depuis très longtemps et qui ont disparu dans les 20 dernières années. Il y a eu vraiment une transformation de la ville plus récente où, par exemple, à Murano, là où était le boulanger, ça a été jusqu'au début des années 2000 et après, la boutique s'est transformée. Donc, je crois qu'il y a eu des choses qui sont restées. Il y a une célèbre pharmacie au nord de Venise qu'on voit souvent parce que quand on marche depuis la gare jusqu'à Rialto, on passe devant. C'est une très belle pharmacie du 17e. Et en fait, elle existait déjà dans mes sources. Et elle s'appelait déjà à l'Hercule doré. Donc, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, il y a des lieux qui restent. Et je pense qu'on a tous fait cette expérience que... on maintient quand même des choses qui ont disparu, on continue de les nommer. Ça peut rester des repères dans une famille, dans un quartier, dans une ville. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses qui restent et qui, du coup, deviennent incompréhensibles pour nous. C'est aussi ça qui donne le nom aux lieux. J'ai essayé de comprendre d'où viennent le nom des lieux, qui nomme les lieux et quand on les nomme. Et ça remonte vraiment à l'origine de Venise, donc c'est difficile. Mais pourquoi telle cour s'appelle... Évidemment, il y a plein de corte nuove, donc la cour nouvelle, ça on comprend. Mais il y a des ponts neufs. Voilà, c'est des ponts neufs, il y en a plein. Mais il y a des cours petites, il y a des cours obscures, il y a des cours des ordures. Il y a une cour qui s'appelle la cour des ordures. Bon, ben, on imagine qu'il y a eu une époque où elle était pleine d'ordures, mais on suppose qu'au 15e, c'est plus le cas. Donc voilà.
On pourrait encore dire pas mal de choses, mais si on changeait d'échelle, par exemple, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est leur savoir sur les noms des villes de terre ferme, de là où les gens viennent, ils ont l'air de se tromper assez peu, en fait. Si quelqu'un est de Padoue, de Vérone, de Vicence, tout ça. Moi, ça m'a fait penser à une sorte de... Si on devait penser à une carte mentale, à tous ces lieux, en fait, qu'ils connaissent bien, et au contraire, ces lieux qu'ils connaissent pas du tout dans cette... République ou dans ce territoire vénitien. On voit beaucoup la terre ferme, on voit beaucoup la côte, aujourd'hui la côte croate, donc la Dalmatie. On voit pas, enfin, on a ce générique de grec, mais on n'a pas vraiment d'indice sur quelle partie de Grèce, en fait. Ça, c'est assez intéressant. Bref, on pourrait faire tout ça. En tout cas, tu en parles dans le livre et c'est passionnant. Et ma dernière question, après, je vous laisse la parole si jamais vous avez envie d'intervenir. C'est dans cette idée de penser la ville, ses rapports aux lieux, les gens qui y vivent, les enseignes qui les entourent, etc. Il y a quelque temps, j'ai lu un article, c'est un article du XVIIIe siècle sur une femme qui se réinvente parce qu'elle change de paroisse et donc elle dit qu'elle change de communauté. Au début, elle dit qu'elle est grecque, qu'elle est dans la communauté grecque vénitienne et puis ensuite elle se marie, ça marche pas, etc. Bon, bref, elle change d'espace et puis elle se fait appeler complètement autrement à l'autre bout de Venise, etc. Et je me dis, est-ce qu'avec ces savoirs sociaux, bon, elle est dans un procès, donc elle a été reconnue, trouvée, et voilà. Mais est-ce qu'avec ces savoirs sociaux, finalement, on peut se réinventer comme ça, ou est-ce que finalement, c'est une espèce de toile qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que c'est une toile où, en fait, ce serait presque comme les caméras aujourd'hui, vous voyez? Non, je pense justement, c'est ce qui permet aux gens d'avoir une certaine autonomie en société. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils sont pris dans comme je vous disais, dans des structures de domination très fortes, et la société médiévale, et là on est à la fin de la société médiévale, on commence à évoluer vers des sociétés un peu plus fluides, mais c'est des sociétés qui sont des sociétés de statut, on est avec un statut juridique, on n'en sort pas de ce statut juridique, donc c'est des sociétés aussi très fermées, très stables, mais dans le même temps, je pense que c'est des sociétés justement où ces savoirs sociaux donnent une certaine marge de manœuvre aux gens pour non seulement identifier les autres et définir les sphères auxquelles ils appartiennent. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on peut c'est une échelle d'analyse qui permet de se dire que contrairement à ce qu'on sait de la société, en réalité, c'est des sociétés très incertaines, aussi parce qu'il n'y a pas, si vous pensez au niveau de l'administration, rappelons-nous que les registres paroissiaux, c'est le milieu du XVIe siècle. Les listes d'habitants, vraiment systématiques, c'est le milieu du XVIe siècle. À cette époque, les gens qui naissent, leur nom n'est enregistré nulle part. C'est-à-dire leur identité administrative, juridique, n'existe que dans le témoignage des autres. Les seuls à savoir qui je suis, c'est Solène, ma voisine, qui sait parce qu'elle m'a vu naître et elle dit « Ah mais oui, je sais, je connaissais ses parents, je connais Machine, c'est sa marraine. » Et d'ailleurs, il y a ce mot fabuleux qu'ils emploient tous, en fait, mais ils se pratiquent. Ouais. Ça, c'est absolument génial. Ils pratiquent des lieux, mais ils pratiquent des gens. Enfin, je le pratique depuis 20 ans. Ça, c'est super intéressant. Et donc, mon idée, en fait, à force de lire tout ça, c'est de penser que justement, c'est ces pratiques, c'est ces identifications qui font aussi exister les gens de façon plus complexe, plus fluide, plus pragmatique, justement, que les simples identités juridiques qui existent et qui sont prégnantes dans certaines interactions et qui les contraignent des fois très fortement, mais qui, dans d'autres contextes, ne sont plus si importantes et justement leur permettent de mettre en œuvre d'autres formes d'action. Et c'est en général, c'est pour ça que j'ai été si fascinée par cette sociologie quand j'ai commencé à la lire, parce que je trouve que c'est très émancipateur, c'est-à-dire que ça nous permet de penser à nos propres conditions en pensant qu'on est pris effectivement dans des formes de soumission, de domination, on les connaît, on les étudie, on les ressent, on en souffre, mais aussi de se dire que justement, on peut, par nos justifications, par le discours, par les interactions, les contourner, les bricoler, s'en défaire, en jouer. Et moi, j'ai vraiment, en même temps que je lisais cette sociologie, je m'en suis servie dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, pour jouer un peu des coudes et dire que je pouvais aussi agir, bouger. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire ça permet, tout en étant très intéressé par une histoire
du peuple qui va chercher à comprendre ces grandes catégories. J'avais envie de comprendre un peu, de donner un autre point de vue sur cette société, qui encore une fois, c'est un point de vue qui ne nie pas du tout les formes de la domination, mais qui essaie de comprendre ce qui se joue derrière, à côté, dessous, en dos. Quand on ça est en dehors de ça. Bien, ouais, ça fait un tableau un peu plus complexe et complet. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir ou en savoir plus? Bon, merci beaucoup. Moi, je pensais, Claire, à la mise en écrit en français de toutes ces paroles. Et si tu nous pouvais dire un peu plus sur ta réflexion de traduction, puisque c'est un livre en français, et du coup, voilà, cette intention au mot doit être aussi transmise à la traduction. Alors ça a été un travail effectivement très intéressant et on en parlait tout à l'heure. J'ai vraiment eu la chance, c'est un livre qui est paru aux éditions de l'EHESS, qui est un éditeur scientifique. L'EHESS, c'est une institution universitaire. Mais je dois vraiment saluer le travail éditorial qu'ils ont fait, en particulier Livia Foraison, avec qui j'ai travaillé, qui a été l'éditrice de ce livre, et qui m'a justement, au début, moi j'avais laissé beaucoup de mots en italien, en pensant que c'était évident, et c'était bien parce qu'elle me disait, mais ça, moi je comprends pas, enfin moi j'ai tellement dans la langue italienne que... Donc souvent elle m'a demandé de traduire. On a fait comme aussi, c'est un livre scientifique, donc il y a des notes de bas de page, et j'ai gardé un certain nombre de citations en italien quand elles étaient vraiment essentielles. C'est-à-dire que je me suis dit, si moi je lisais ce livre, qu'est-ce que j'aimerais en tant que chercheuse pouvoir trouver, le mot vraiment avoir l'original. Donc là, il est traduit, j'ai l'original. Et sinon, quand c'est soit très équivalent, parce que le français et l'italien se ressemblent, j'ai laissé seulement le mot français. Et j'ai vraiment essayé de traduire au plus près. Alors, il y a des fois, il y a quelques insultes qui étaient compliquées à traduire. Et c'était intéressant, le niveau de traduction des insultes, parce que ça a un sens aussi, en fait. C'est de savoir si j'avais le bon niveau de vulgarité ou pas, parce que je crois que ça dit beaucoup. Et puis, justement, ces mots praticar, compagnia, je les ai laissés en italique en les traduisant, mais souvent leur équivalent, et c'était agréable, en fait, de traduire, parce que dans les procès, chaque chapitre commence par un procès, donc je les cite un peu, et j'ai bien aimé, j'ai aimé ce travail de traduction de la langue des procès. Parce que justement aussi de se demander quel est le niveau de langue qu'on doit... Alors, j'ai quand même uniformisé, globalement, j'ai pas repris complètement le niveau de langue, mais j'ai fait un gros travail là-dessus, et de temps en temps, c'est là où j'ai tendance à penser que la France et l'Italie, ou le français et l'italien, sont des cultures très similaires et qui dialoguent très bien. Je crois que c'est le couple européen le plus classique, le couple franco-italien. Et c'est pas pour rien, je pense qu'il y a vraiment des catégories culturelles, de langage, qui se ressemblent beaucoup. Et donc, j'ai pas eu trop de mal à traduire les mots. C'est-à-dire, je pense que vraiment, il y a un équivalent qui est le même. Casa, c'est maison. Et des fois, il y a des petites spécificités, donc j'essaie de les éclairer. Mais globalement, je trouve que ça se ressemble beaucoup, quoi. Bonsoir. Je pense d'abord qu'il faudrait essayer de faire la même chose pour Toulouse. On n'a pas les procès du 15e ou du 16e siècle aussi denses, mais on les a à partir de 1670, donc ça serait intéressant de faire la même chose. Et c'est quand même surprenant que nous, les historiens toulousains, on n'a jamais essayé de faire la même chose, faire quelque chose de similaire, y compris ce qu'avait fait Arlette Farge pour Paris. On n'a pas, malgré la densité de nos archives judiciaires, on n'a pas fait le même type d'analyse. On a beaucoup de choses sur la justice, mais sur la vie quotidienne de Toulouse à partir de la justice et des catégories telles que tu les définis, on a, il me semble, moins de choses. Alors, question sur le langage utilisé par les témoins et la façon dont c'est traduit par les greffiers. Est-ce que c'est du vénitien ou est-ce que c'est du vénitien à l'italien? Alors, dans mon deuxième chapitre, je crois que j'explore beaucoup cette question. Et il y a vraiment des niveaux de langue. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment ils traduisent. Et
une des questions que je me suis posée, c'est que les greffiers du XVe siècle, c'est la première fois qu'ils doivent traduire la langue parlée en l'écrivant. C'est-à-dire qu'avant, ils traduisaient la langue parlée en latin. Donc c'est déjà un exercice. Là, ils traduisent la langue parlée en vernaculaire. Donc, mais évidemment, ils la traduisent en partie. Donc, dans le même procès, tu peux vraiment avoir des niveaux très différents. Donc, en particulier, des témoins qui utilisent le conditionnel, le subjonctif. Le subjonctif, si vous y pensez, grammaticalement, c'est vraiment une façon de se projeter dans le possible. Ça dit quelque chose, le subjonctif. Donc là, il y a des témoins qui en font des usages complexes, ou du passé présent, futur. Mais dans le même témoin, je peux avoir, dans le même procès, d'autres témoins qui vont avoir un langage beaucoup plus basique et classique. Donc, il y a évidemment un travail de traduction, mais qui dépend quand même des témoins. Et puis après, je repère, par exemple, des scribes, ou des greffiers, qui vont un peu avoir des tics de langage qu'ils donnent aux témoins. Il y a un procès où chaque témoin commence sa phrase par « madéci, madénant ». Donc c'est clairement le greffier qui l'intègre. Hein, ils sont pas. Donc j'enquête un peu sur ces catégories-là. Et juste pour revenir sur ta première partie de ton intervention, justement, ce que je propose, ce que je dis dans ce livre, c'est que c'est une proposition, c'est une expérimentation, mais que ensuite j'aimerais effectivement pouvoir la comparer avec d'autres terrains, non seulement avec d'autres sources à Venise. On pourrait imaginer le même livre qui va enquêter. Alors je l'ai fait un peu. Hein, je l'ai pas mis dans le livre, mais j'ai lu beaucoup de procès de l'Inquisition de l'époque moderne. Alors ça commence un peu plus tard, ça commence dans les années 1540, mais j'en ai lu, disons, 20 ans pour voir un peu si je retrouvais les mêmes catégories. Mais j'aimerais bien faire des comparaisons, pouvoir faire un dialogue avec des historiens qui travaillent sur d'autres sources à la même époque, ou à Venise, ou ailleurs. Enfin voilà, je pense que là, ça ouvre, j'espère, un dialogue qui pourrait infirmer ou confirmer certaines de mes propositions. Une dernière petite question, c'est par rapport à, tu as dit que les procès sont très courts, ce sont des procédures mais on est quand même sur les mêmes bases que ce que l'on trouve dans la justice française à la même période et plus tard. La méthode, ce qu'on appelle la procédure inquisitoriale, qui n'est pas l'inquisition, mais une forme d'enquête. En France, pour le XVIIe, XVIIIe siècle, la procédure prévoit, par exemple, que le témoin on doit relire le témoignage au témoin avant qu'il signe ou accepte. Et je ne sais pas si tu as la même chose. Hein. Voilà. C'est la même chose. Donc, effectivement, dans les procédures, les questions sont toujours inscrites en latin et les réponses en vernaculaire. Et à la fin, il y a marqué il a relu et il a accepté. Ce qui pose des questions sur le brouillon. J'ai jamais très bien. Ça, sur la question du brouillon, c'est pas extrêmement clair pour moi. Le papier coûte quand même cher à l'époque, donc on produit pas des archives. On produit pas beaucoup de brouillons, mais c'est pas extrêmement clair. Mais en tout cas, on relit. Et j'ai aussi, là, on a parlé des témoins, mais il y a aussi les accusés que je rentre. Et là, les accusés sont souvent, dans cette procédure-là, ils peuvent être soumis à la torture. Hein. Donc là, on a les témoignages, c'est assez tragique parce qu'on en voit certains qui sont torturés et eux aussi, on leur demande d'attester. Bon, vous savez que sous la torture, on fait avouer absolument tout et n'importe quoi aux personnes. Donc, et d'ailleurs, elles le disent, c'est horrible, elles disent si vous voulez, à chaque fois elles répondent mais si vous voulez, oui, si vous voulez, je veux juste que ça s'arrête, quoi. Donc, Alors, une question peut-être naïve, est-ce qu'il y a des juridictions concurrentes à Venise pour les Grecs, pour les étrangers de passage, par exemple? Alors, il y a plein de juridictions à Venise. Hein. C'est le problème, ce qu'on appelle les juridictions, c'est donc les différentes cours de justice. Et ce qui définit les villes de l'époque médiévale, c'est que il y a une sorte de feuilletage qui se fait dès le XIe siècle. On rajoute des juridictions, on en rajoute, on les spécialise, on leur donne des... Donc, à Venise comme ailleurs, il y a une multiplication des juridictions tout au long du Moyen-Âge. Le problème que j'ai eu, c'est qu'en réalité, celles qui ont conservé, parce qu'il y a eu des gros incendies, en particulier au début du XVIe siècle, qui ont brûlé un certain nombre de fonds. Donc, des archives judiciaires avec des témoignages, c'est la seule que l'on possède pour le XVe siècle. On a des sentences, on a des résumés de procédures, mais des témoignages conservés, c'est l'Avogaria dei Comuni, c'est la seule. Et là, c'est une cour de justice qui sert de cour d'appel, donc qui gère en deuxième instance tous les cas. Mais il peut y avoir des juridictions plus spécialisées, pas nécessairement pour des nations grecques, mais plus tardivement, en fait. On va les retrouver plus tardivement. Ce qu'on trouve à l'époque qui est intéressant, c'est des juridictions liées à des arts, à des métiers.
Donc, par exemple, j'ai les procès des soyeux, le métier de la soie. Ils ont leur propre cour de justice et ils peuvent se faire des procès à l'intérieur de la corporation. Ou j'en ai trouvé aussi à Murano d'une confrérie. Donc, il y a c'est des formes de procédures, de jugement contre les membres des confréries. Donc, on en trouve d'autres spécialisées et elles sont tout aussi intéressantes qu'il y a des témoignages, justement. Mais après, juste pour compléter, une question, mais la Vogariadi commune, c'est quand même là où tu as les affaires les plus graves, non? Ou pas? Alors, c'est une cour d'appel. Donc, c'est une cour, au départ, qui sert, c'est les avocats de la commune. Donc, c'est là où on peut juger aussi les magistrats corrompus. C'est là où, en général, si des populations soumises à Venise dans la terre ferme, donc l'arrière-pays vénitien, ont affaire à des magistrats, des représentants de Venise corrompus, c'est la cour où ils peuvent. Et là, elle fonctionne aussi en deuxième instance pour les procès criminels les plus graves. Donc, oui, c'est toujours des procès criminels qui peuvent donner lieu à des condamnations à mort, des bannissements ou des punitions physiques graves. On coupe une main ou ce genre de choses. Donc c'est effectivement une cour, oui, particulièrement sévère, on va dire. Oui, merci. Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu générale. C'est comment tu pourrais... qu'est-ce que tu penses de l'idée que ta méthodologie met en avant des individus, des trajectoires individuelles dans des sociétés de corps et comment tu arrives à faire ressortir ou articuler les corps qui sont souvent présentés comme si importants avec une méthode et peut-être que tu peux me dire que je me trompe aussi. Non, pas du tout. C'était une des questions que je me posais, puisque comme effectivement, à partir du moment où je me suis dit, bon, je ne vais pas commencer par le peuple, c'est-à-dire je ne vais pas me dire c'est quoi le peuple, donc j'ai essayé d'abandonner aussi les corps, c'est-à-dire que dans la façon d'écrire, et c'est vraiment un livre que j'ai mis très, 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 très longtemps à écrire, parce que... à chaque fois, je me retrouvais prise au piège de ça. Donc, l'entrée par les métiers, l'entrée par le quartier, l'entrée par la confrérie, donc par ces fameux corps auxquels ces institutions, les hommes et les femmes du Moyen-Âge, ils appartiennent à des groupes qui sont constitués, à des corps. Alors, c'est un vocabulaire un peu moins rigide que celui de l'époque moderne, mais qui existe. Et comme je ne voulais pas rentrer par là, j'ai essayé de ne pas en faire ma première porte d'entrée. Mais je les retrouve assez peu en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, ils sont très importants, mais dans des récits comme ça quotidiens, la mention de l'arte, du métier, est assez rare. La mention de la confrérie est assez rare. La mention de la paroisse, elle est constante. Donc il y a des corps qui sont très prégnants encore. Et la paroisse, en Italie, c'est toujours un territoire un peu compliqué parce que c'est devenu aussi un territoire administratif. C'est aussi la contrada, c'est le lieu où on habite. Donc il y en a qui sont très présents et qui continuent, tu vois bien, à encadrer les personnes. Il y en a d'autres, en fait, qui n'apparaissent pas dans ce vocabulaire. Mais ça peut être un effet de source, ça ne veut pas dire que c'est moins important. Mais en tout cas, dans ce vocabulaire-là, mis en série, on ne les retrouve pas nécessairement si fréquemment que ça. Et donc, j'ai été surprise. J'ai essayé de jouer un peu sur ça, sur les effets de surprise, de me laisser porter par les sources en me demandant qu'est-ce que je vois émerger. Donc, il y a vraiment des catégories, comme tu disais, praticard, compagnie, en compagnie d'eux ou la maison, qui étaient bien plus importants que ce que j'aurais pu penser. Et j'ai essayé des fois de mettre en avant ce que je ne trouvais pas. Mais je l'ai pas. C'est compliqué en fait. Quand on est en histoire, on est toujours censé montrer ce qu'on trouve, mais aussi ce qu'on trouve pas, parce que c'est aussi significatif. Mais des fois, on s'en rend pas compte, et j'espère qu'en le lisant, tu vas me le dire. Moi, si je complète un tout petit peu, parce que je suis quand même la première lectrice de ce livre, puisque je l'ai lu en avant-première, et que je suis assez convaincue par tout ce qui est dit ici. Mais ce qui est super passionnant, c'est de voir à quel point, effectivement, il y a des catégories qui émergent, et vraiment des catégories par le bas. Enfin, c'est vraiment des catégories, là, pour le coup, des habitants qui parlent de leur quotidien. Parce que moi, je retrouve au XVIIIe siècle aussi, mais c'est super de le voir aussi dans la continuité. Mais ça veut aussi dire qu'il y a tout ce discours de corps, de statut, etc. C'est aussi peut-être quelque chose qu'il faut complexifier avec d'autres approches. Vraiment, et je pense que c'est tout à fait convaincant, tout ce que tu dis sur le voisinage, la paroisse, la rue, enfin tout ça, c'est des choses qui apparaissent en permanence dès que les acteurs parlent, quoi. En revanche, moi qui m'intéresse aux pêcheurs, par exemple, ils disent même pas qu'ils sont pêcheurs, ils disent qu'ils sont habitants de là, et
voisin de telle personne. Enfin, je sais pas. Et une surprise que j'ai, par exemple, l'eau est très peu présente. Il mentionne très peu l'eau. Et ça, c'était je suis une vraie vraiment surprise. déçue. Ouais. Pardon, parce que moi, j'ai un biais. Il ne parle pas de la lagune, il ne parle pas des canaux. Et ça, c'était étonnant parce que j'avais fait l'enquête d'avant sur Murano. Alors là, à Murano, par exemple, ils passent leur temps à se jeter dans le canal, les uns les autres. Ils se bagarrent. Les Muranese ont vraiment cette réputation d'être des bagarreurs. Encore aujourd'hui, hein, c'est marrant, les Vénitiens disent toujours, oui, les gens de Murano, c'est des bagarreurs et tout ça. Et là, dans mes procès, ils passaient leur temps à se jeter dans les canaux. Et là, zéro, ils parlent quasiment jamais de canal, ils les décrivent même pas. Et c'est comme si l'eau était vraiment un espace pour les riches. L'eau, c'est l'espace où circulent les patriciens à bord de leur gondole. Mais la plupart des habitants, en fait, la ville, ils la pratiquent par la terre, ils la pratiquent pas par l'eau. Et d'ailleurs, c'est une frontière un peu infranchissable, la lagune. Donc ça, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Quand tu parles de la rue, de la place, c'est des choses qu'on connaît en général en histoire sociale des époques médiévales et modernes. Mais justement, j'ai essayé de les mettre en lien et de voir quelle image pouvait naître de Venise. C'est ça, prendre au sérieux, quoi. C'est dire, bon, ben, si on met toutes ces catégories ensemble, quel portrait de la ville et de la société émerge, qui n'est pas exactement le même que celui que décrivent les patriciens, les chroniqueurs, etc. Ce qui est marrant, c'est que ces savoirs sociaux sur Murano, sur les gondoliers aujourd'hui, sur les paroisses de mes pêcheurs où il n'y a que des délinquants, enfin tout ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup, qui ont une histoire. Bonjour. Vous avez parlé, quand vous avez défini la question du peuple, c'est-à-dire en disant que finalement cette catégorie de peuple, c'était quelque chose qui émanait plutôt des patriciens et de la classe dominante. Mais du coup, quand on voit apparaître des catégories, ou les catégories que vous définissez dans le livre là, est-ce que ces catégories, elles n'existent pas, c'est vous qui les constituez, ils se définissent pas par les catégories qui sont employées, mais surtout ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que finalement cette catégorie de peuple qui aurait été imposée par le patriciat, est-ce que quand le peuple parle des patriciens, ils le définissent de manière plus, disons, plus complexe que juste une catégorie globale comme celle-là? Justement, cette question des catégories globales, je me la suis posée dans l'autre sens. Comment on parle de la noblesse, et on ne parle pas de la noblesse, justement, on parle des gentilshommes. Le mot qui revient tout le temps, c'est gentilshommes et un peu gentildonne et les gentes dames. Mais il n'y a jamais un mot pour dire le patriciat, par exemple, ou la noblesse. Et le mot qui est important, c'est le mot de ca. Donc ca, ça veut dire casa, ça veut dire maison. Et vous le savez, vous connaissez la ca d'oro. Ca d'oro, c'est le palais doré sur le Grand Canal. Donc ca, ça veut dire la maison noble, mais ça veut aussi dire le palais. Et je pense que c'est la façon dont ils pensent la noblesse. C'est-à-dire que le mot le plus abstrait qui définit cette catégorie de juridique, sociale, politique, économique qu'est la noblesse, c'est ca. Mais qui en réalité, chaque cas, c'est une famille. Donc, ça montre aussi comment les gens d'en bas se représentent les gens d'en haut, d'une certaine façon, et pas comme un tout. Donc, les catégories ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même de partir toujours des catégories telles qu'elles sont dites dans les sources, et c'était pour ça que c'était long à écrire aussi, parce que de ne pas trouver ce biais, de ne pas repartir de mes propres façons de classer les choses, mais de me dire comment eux, ils se représentent, comment eux classent, et de suivre ces classements-là. Bon, évidemment, à un moment, c'est moi qui les reconstruis, parce que personne m'a fait une typologie, mais c'est vraiment leur mot. C'est-à-dire que j'essaie jamais enfin, je le fais forcément, mais j'essaie quand même toujours de partir de leurs mots à eux, quoi. Et cette question de noble et peuple, justement, ni l'un ni l'autre n'existe, quoi, finalement, dans la façon dont on se représente la société. Et le mot de société n'existe pas non plus. Ce qui existe, par contre, c'est le mot terre, la terra, et la città. La façon la plus collective de parler de la société, c'est de qualifier le lieu, la terre ou la ville. Et l'ailleurs, ce qui n'est pas la terre ou la ville, c'est justement ce monde étranger. Donc là, ça, c'est des mots auxquels moi, je ne m'attendais pas nécessairement et qui n'ont pas vraiment d'équivalent aujourd'hui. Je pense j'ai pas vraiment encore fait une étymologie de ces mots, mais ça serait intéressant de se demander pourquoi la terre et qu'est-ce que ça veut dire la terre à Venise, parce que la terre, c'est ce qui n'est pas la mer. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut... Après, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, on n'a pas des textes savants qui vont nous donner les étymologies de ces mots. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, voilà, il faut le vous voyez. Vous voyez le...
Alors, moi, j'avais une petite question aussi à côté de mon camarade. Tout à l'heure, tu disais que tu avais en gros une 50aine de procès. Tu as sélectionné ou quel était le corpus, tu vois, en gros, voilà, un peu toujours pareil, la taphonomie des sources, un peu, voilà, combien par rapport à ce que tu peux imaginer. Et je me demandais, si ces pièces ont été gardées, est-ce qu'elles avaient eu vocation à un moment donné à faire jurisprudence? Enfin, voilà, pourquoi on a gardé ces pièces, quoi? Alors sur le corpus, je cite dans une source. L'autre fois, j'ai trouvé un article où Carlo Ginzburg donnait une interview à un historien et il parlait de la roulette vénitienne. Parce qu'à Venise, c'est une des archives les plus immenses d'Europe, hein, après le Vatican, Paris, Istanbul. C'est parmi les archives régionales les plus grandes. Le problème, c'est qu'il y a cette roulette vénitienne. C'est-à-dire qu'en fait, certains fonds sont très bien classés. Celui-là, pour une raison que j'ignore, a été complètement déclassé au 19e. Et reclassé. Donc, ce n'est pas sériel. Donc, il a fallu que je trouve les procès de la période qui m'intéressait. Et à Venise aussi, on a le droit de demander 3 documents par jour. Hein. Et ce n'est pas un détail. Donc, quand vous venez travailler aux archives, je ne sais pas, 1 semaine à 10 jours par an, et alors il y a peut-être un jour où c'est un jour férié, et puis un jour où il y a l'Acqua Alta, donc les archives sont inondées, donc on ne peut pas y rentrer. Donc, ça veut dire que, tu vois, il a fallu que je fasse des... Enfin, pour trouver ces procès, ça a été long. Et en fait, j'ai dit 50, je ne sais plus, c'est 50 ou 60 à la fin que j'ai rassemblé. J'en ai trouvé, disons, une centaine et j'en ai écarté 40 parce qu'ils étaient soit trop courts, soit incomplets, soit très, très, très mal écrits. Hein. Des fois, on n'y arrive pas. Donc, il y en a 1 ou 2 qui me paraissent vraiment passionnants, mais je ne comprends pas ce qui est écrit. Certains en sont détruits aussi à cause de l'eau. Donc, ça a été, en fait, la façon dont mon corpus est constitué, ça je le dis en intro, c'est très peu savant, en fait. C'est plutôt lié à ce que j'ai pu retrouver. Mais c'est pragmatique. C'est pragmatique, ouais. Après, j'ai été un peu à cette idée d'un seuil. Je me suis dit, quand je arrive à 400 témoignages, tu vois, j'ai l'impression d'avoir une sorte de seuil suffisant pour... je le dis, j'arrive jamais à proposer des analyses statistiques. Je ne peux pas avoir d'analyse statistique, mais disons des tendances, j'essaie de le faire. Et là, pourquoi ça a été conservé? Donc ça, je me pose la question parce que de façon évidente, il les consulte. Donc tu vois très bien qu'il y a une mémoire de l'archive. On a plusieurs procès où ils disent un tel, c'est la 2e fois qu'il me fait un procès et comme je le montre ce document, j'ai déjà gagné. Donc il y a une forme de jurisprudence. Et la justice vénitienne est une justice de la jurisprudence. Donc en fait, c'est les patriciens qui disent le droit. Il y a un cadre juridique, mais qui n'est pas... c'est vraiment une common law, d'une certaine façon, qui est produite par les juges vénitiens, qui ne sont pas des professionnels, donc qui sont renouvelés tous les 2 ou 3 ans, qui sont élus à la cour. C'est un système assez passionnant, justement, politiquement. C'est pas pour rien qu'il y a ce mythe de la République de Venise. C'est vrai que c'est d'une complexité assez remarquable. Et d'ailleurs, l'Avogaria, pour les vénétianistes, les historiens de Venise, c'est très rare en fait d'avoir ce type d'études sur l'Avogaria di Comune parce que personne n'y comprend rien à ce fond. Et pour vous le représenter, en fait, on est dans la salle d'archives et il y a un espèce de meuble très très long là comme ça en bois avec que des petits tiroirs. Et quand vous sortez les tiroirs, en fait, tout est classé par lettres alphabétiques, mais on ne sait même pas quelle est la lettre alphabétique qui a été prise, si c'est le nom, le prénom, le lieu, etc. Donc voilà, c'est l'enfer. C'est un archiviste fou qui a fait ça au 19e, mais personne ne comprend quelle était sa logique. Il y avait une logique, hein, parce qu'il a dû passer, je sais pas, 10 ans à faire ça. Il n'a pas laissé les instructions pour utiliser le fond, donc on ne sait pas. Il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup Claire pour la présentation. Voilà, merci pour ce livre. Il est vraiment passionnant. Il se lit comme un roman, donc n'hésitez vraiment pas. Faut le dire. Hein, moi, j'ai pas écrit un roman, par exemple. Et donc c'est bien d'avoir un beau livre d'histoire qui vous raconte plein de choses sur ces sociétés anciennes et qui résonnent beaucoup avec aujourd'hui et qui sont très bien écrits. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez pu entendre une rencontre enregistrée le 14 avril 2023 à la librairie Ombre Blanche avec l'historienne Claire Jude de la Rivière pour la publication de son ouvrage L'ordinaire des savoirs, une histoire pragmatique de la société vénitienne 15e, 16e siècle aux éditions EHESS. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.